30 mars 1814, les troupes de la 6e coalition entrent dans Paris. Napoléon est vaincu et doit abdiquer. Sa sanction, l'exil sur une île minuscule au large de sa Corse natale. Pour l'Europe, l'histoire est terminée. Mais un an plus tard, un matin de février 1815, l'île d'Elbe, cette prison à ciel ouvert, se réveille sans son empereur. Sur le continent, une question commence à inquiéter les cours européennes. Et s'il revenait? Des ordres sont envoyés, des troupes se mettent en marche, la France et toute l'Europe retiennent leur souffle. S'ensuit alors ce que l'histoire retiendra sous le nom du vol de l'aigle, soit le comeback d'un homme qui a refusé son destin. Il aura fallu 6 coalitions pour l'arrêter. En 1814, l'empire napoléonien s'effondre lorsque les armées russes et prussiennes défilent dans Paris sur les Champs-Élysées sous la stupéfaction des Parisiens. Le traité de Fontainebleau, qui marque la fin de la guerre, impose à l'empereur d'abdiquer et de s'exiler. Le choix lui revient, ce sera Corfou ou Elbe. Si Napoléon choisit la deuxième option, c'est sans doute pour sa proximité avec la Corse, son lieu de naissance. Les jours précédant le départ pour sa prison dorée, il réside dans ses appartements à Fontainebleau. Mais la nuit du 12 avril, règne un silence de mort dans le château. Désespéré, fébrile, fatigué de se battre et face à lui-même, Napoléon décide d'en finir. Il regarde, là, posé sur la table, un verre dans lequel du poison se dissout. Sans hésiter, il le saisit et le vide d'une traite. Il se tord de douleur, vomit, ses hurlements résonnent dans tous les couloirs du château, mais la mort lui refuse. Il en faut bien plus pour tuer l'empereur. Sa tentative de suicide échoue, alors il n'y a plus le choix. Il faut s'en aller. Il partira pour le sud 7 jours plus tard. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas un prisonnier. Le traité stipule que l'île d'Elbe devient une principauté séparée et possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté l'empereur Napoléon. Napoléon est donc toujours un empereur, mais cette fois pour 18 000 habitants. Dans le même temps, en France, la monarchie est rétablie et c'est Louis XVIII qui monte sur le trône. Sur son île, Bonaparte s'occupe comme il peut. Il modifie le droit, fait construire de nouvelles routes, un hôpital, fait planter des arbres, redessine des jardins, il réforme, il supervise, il modernise, il fait du Napoléon dans le texte. En réalité, il s'ennuie profondément. La signature de ce traité lui laisse un goût amer dans la bouche. Sur cette île, le titre d'empereur, c'est une humiliation pour celui qui a dirigé tout un empire. Pour son entourage, pas trop de doute, l'empereur est passablement heureux sur son île, pas question d'un retour en France. Mais des échos lui parviennent du continent. Des voix nostalgiques s'élèvent et déplorent son exil, mieux, elles le réclament. Le 23 février, c'est décidé. Il annonce à sa mère qu'il a l'intention de reprendre le pouvoir, qui lui répond « S'il est écrit que vous devez mourir, il est préférable que ce soit non par le poison, ni par un repos indigne de vous, mais l'épée à la main. » En vérité, il a des craintes. Il a peur que les coalisés débarquent, il a peur qu'on l'enlève, qu'on l'assassine ou qu'on l'exile encore plus loin. Alors il faut vite partir. Le 26 février, à 21h, accompagné d'1 millier d'hommes et de 7 navires, il quitte le port de Porto-Ferraio, au nez et à la barbe de la surveillance britannique. Le débarquement se fait quelques jours plus tard à Golfe-Juan, près d'Antibes. Après 300 jours d'exil, il est de retour. Sur la plage, il proclame « L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher, jusqu'au tour de Notre-Dame. » Ça annonce la couleur. Mais attention, son retour ne doit pas se transformer en guerre civile. Sa stratégie, misée sur sa popularité et sa rapidité de déplacement. Aucune goutte de sang ne doit être versée. L'itinéraire est tout tracé pour Napoléon et son armée. Il faut déjà à tout prix éviter la Provence. Ce coin est une terre royaliste et hostile pour l'empereur, c'est pas là-bas qu'il y trouvera des alliés. Alors, il passe par les Alpes, rejoint Sisteron puis Gap et arrive aux portes de Grenoble, au petit village de La Fraye. 300 km parcourus en seulement 6 jours. Pour les autorités du roi, il faut à tout prix arrêter cette course folle. L'usurpateur ne doit pas rejoindre Paris. Alors le 5e régiment de l'armée royale est envoyé vers le sud, et c'est justement dans une plaine pas loin de La Fraye qu'a lieu la rencontre. Imaginez un instant, sur cette plaine, 2 camps se tiennent face à face, prêts à faire feu.
D'un côté, Bonaparte, avec ses quelques milliers de soldats rebelles. De l'autre, le capitaine Randon, avec tout un régiment venu avec une mission bien précise. L'affaire semble réglée en apparence, la marche vers Paris va prendre fin, et le vol de l'Aigle prendre du plomb dans l'aile. Mais à ce moment-là, un groupe de civils fait son apparition, là, au milieu de la scène. Ils ont rallié la cause de l'empereur et lisent aux soldats du roi une proclamation signée Napoléon, leur demandant de se rallier à sa cause. Et là, contre toute attente, les soldats perplexes hésitent. Pendant 3/4 d'heure, ils vont hésiter. Pendant 3/4 d'heure, ils vont discuter entre eux. Au bout d'un moment, le capitaine Randon, il en a marre. Il fait avancer quelques hommes et ordonne à ses troupes de mettre en joue ceux qui leur font face et de tirer. Mais aucun bruit ne résonne dans la plaine. Aucune détonation. Les soldats ne tirent pas. C'est exactement le bon moment pour l'empereur. Il fait quelques pas au devant des soldats, toujours en joue, et s'adresse à eux. Soldats du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà. Là, c'est le coup fatal. Les soldats du roi rejoignent pour de bon les rangs adverses. Des ralliements, c'est pas ce qui va manquer jusqu'à Paris, Jusqu'à Grenoble, j'étais aventurier. À Grenoble, j'étais prince. dit-il. L'empereur entre à Lyon acclamé par une foule immense. C'est là qu'il rédige des décrets rétablissant son autorité et institue de nouveau le drapeau tricolore. Dans la capitale, on est un peu comme ça. On informe le roi que l'armée s'est ralliée du côté de l'usurpateur, alors on fait appel au dernier espoir de la monarchie, le maréchal Ney. Mais si, ce bon vieux maréchal qui a servi sous le Premier Empire, celui-là même qui a pressé l'empereur d'abdiquer à Fontainebleau et qui n'a pas longtemps traîné pour rejoindre le roi, c'est à lui qu'on fait appel. Sire, je ramènerai Napoléon dans une cage de fer. Dit-il. Bon, lui aussi va changer de camp, encore une fois. Napoléon ne va pas manquer de lui rappeler, dans une entrevue à Auxerre qui, selon les témoignages, était assez musclé. D'un millier d'hommes au départ, son armée atteint les 30 000 hommes. Pour le roi Louis XVIII, il n'y a plus aucun espoir, il quitte Paris le 19 mars, en direction des Pays-Bas. Le lendemain, l'empereur fait une entrée triomphale à Paris, accueilli par des milliers de personnes. Au palais des Tuileries, son ancienne résidence, on descend le drapeau blanc royaliste pour hisser celui bleu-blanc-rouge, et c'est à 21h qu'il y fait son entrée. Une vingtaine de jours après son débarquement, il a réussi. Il a repris son trône, et tout ça, comme promis, sans tirer un seul coup de feu. C'est le début des 100 jours, le crépuscule du Premier Empire. N'est pas le temps de célébrer, parce que ses ennemis, eux, ses éternels ennemis, se sont réunis depuis longtemps et le déclarent hors la loi. Ils composent une 7e coalition pour en découdre une bonne fois pour toutes avec l'ogre corse. Alors le temps presse, il faut redonner vie à la grande armée et marcher vers la Belgique pour les empêcher de s'unir et de s'organiser. C'est ce qui est fait, mais vous le savez bien, arrive la bataille de Waterloo, et c'est un échec monumental. 442 jours après, Napoléon abdique une seconde fois, le 22 juin à Paris. 2 semaines après, Louis XVIII est de retour sur le trône, alors que l'empereur déchu, lui, embarque à bord du Bellérophon, direction l'exil, mais cette fois à Sainte-Hélène, et pour de bon. Le retour de Napoléon Bonaparte depuis l'île d'Elbe reste un épisode unique dans l'histoire. En quelques semaines, un homme que l'on croyait définitivement vaincu a réussi à bouleverser l'équilibre de tout un pays et de tout un continent. Cet événement, que l'on a appelé le vol de l'Aigle, ou pour Chateaubriand, l'invasion d'un pays par un seul homme, montre à quel point la politique et le destin peuvent basculer très rapidement et à quel point l'opinion publique revêt une importance capitale. Il nous rappelle que souvent, l'histoire ne tient qu'à un fil. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires comme celle-ci et à bientôt.